Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir mon ami, comment vas-tu? Je vais très bien, et toi? Je vais très bien et encore mieux à la lecture, tu sais, de tous les commentaires hyper positifs, émouvants même pour certains que nous avons reçus suite au retour du binôme pour le débriefing Olympia 2020. Donc, avant de te laisser la parole et de parler de quelque chose qui nous tient à cœur, enfin surtout qui me tient à cœur, c'est-à-dire ton histoire et ta fin de carrière culturiste, un grand merci à vous tous, donc tous ceux qui nous ont retrouvés apparemment avec plaisir et qui ont laissé beaucoup de messages, voilà, très touchants. Ça a été vraiment très touchant, effectivement. Non, vraiment un grand merci. Moi, j'ai lu les commentaires hier soir, il devait être minuit, et franchement, c'était très touchant et ça faisait chaud au cœur pour aller au lit après. C'est génial, c'est les gens, ça leur plaît et on le fait vraiment avec cœur. Et c'est toujours un grand rendez-vous annuel, effectivement, maintenant. Et c'est cool que ça plaise. En tout cas, merci. Et comme on disait en off, il y a un message, il y a un adjectif qui est revenu souvent, c'est l'authenticité. Et bien aujourd'hui, on va rester authentique, comme on l'est dans la vie de tous les jours, comme on l'est en off, comme on l'est là en plein enregistrement pour vous. Et on va parler de ce que moi j'ai intitulé sur un petit préambule là sur ma feuille, passion, professionnalisme et générosité. Et ça, c'est pour parler de toi, Mousse, exclusivement aujourd'hui, là, pendant une petite heure. On va essayer de se caler vraiment une heure parce que tu as des obligations, dont, je peux le dire, hein, un shooting photo. Ouais. Et moi, ma femme qui attend vite que je vienne l'aider avec les enfants. Donc voilà, une heure pour faire une synthèse de ta carrière. Mais avant d'en dire un peu plus, je voudrais lire le petit préambule que j'ai écrit, comme ça au moins, je me trompe pas. Tu vois, j'ai écrit... Notre ami, donc le grand champion culturiste Mouss El Bakouchi, a mis un terme à sa carrière de compétiteur lors et sur la scène du dernier Monsieur Olympia, qui s'est déroulé du 17 au 20 décembre donc 2020, il y a quelques jours, à Orlando, cette fois-ci en Floride. 5 ans après notre première vidéo ensemble, mon ami Mouss, c'était le 9 septembre 2015, alors que tu venais d'annoncer sur les réseaux sociaux la naissance de tes jumelles Camilla et Claire. Et Dieu seul sait si ce point commun nous rapproche, puisque je pense que tous ceux qui nous suivent le savent, moi aussi je suis papa, et d'ailleurs 1 an après toi de jumeaux, donc ça c'était vraiment un gros point commun qui nous a rapprochés. Donc voilà, nous revoilà donc 5 ans après cette vidéo, un binôme, non pas pour boucler la boucle et pour faire un pléonasme, parce qu'une boucle par essence c'est fermé, tu vois, mais simplement pour tourner une page et ouvrir un tout nouveau chapitre, celui de ta vie familiale et professionnelle, qui je suis sûr va être aussi riche que celle dont on va parler maintenant. Donc je voudrais non pas qu'on tourne les pages une à une, tu vois, mais plutôt les chapitres, comme je t'ai dit en off, parce que malheureusement on manque de temps et que Dieu sait qu'avec toi, il faudrait des journées entières, il faudrait faire une série Netflix, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour qu'on puisse suivre toute ton évolution en fait. Alors si tu me permets, je vais commencer par le tout début. Tu es né au Maroc en 74, si je ne me trompe pas. Oui. Tu y as grandi jusqu'à 13 ans. À 9 ans, l'insouciance de l'enfance s'arrête brutalement, parce que malheureusement tu perds ta mère. Tu as pas beaucoup vu ton père qui travaillait en France et en Corse, d'ailleurs, tu m'avais dit dans ce podcast de 2015. En Corse, oui. Tu es arrivé en France en 89. Ouais. Tu as connu des galères, et encore c'est un euphémisme, hein, des galères, hein, jusqu'à ce fameux jour où je pense tous les passionnés qui nous écoutent en ce moment, qui nous regardent, se souviennent, c'est-à-dire le premier jour où on franchit la salle d'un club de gym, tu vois, en fait, et qu'on tombe amoureux de ce sport que toi et moi, on aime qualifier d'art, en fait, tout simplement. À ce moment-là, je vais te laisser la parole. Tu rencontres la culture physique et ton père spirituel, donc Guy Ignace. Tu es tombé dans la marmite, en fait, très jeune, à la marmite de l'école, en plus, Serge Nubret. Hein, c'est pas la moindre. Hein. J'aimerais qu'à partir de maintenant, voilà, on commence les chapitres un par un. D'abord celui-ci, que tu nous parles de cette découverte, de l'ambiance, de l'atmosphère, des relations entre athlètes adhérents. Donc, tu as bien résumé le début. Effectivement, en fait, je suis arrivé dans le milieu du culturisme par hasard, car moi j'étais amoureux, comme énormément de gens, d'arts martiaux. Donc, quand je suis arrivé en France, forcément, j'ai commencé à regarder les films de Bruce Lee, les Jackie Chan, les Jet Li. C'était aussi l'époque de Jean-Claude Van Damme. Donc, il y a un soir, en parlant à la maison, parce que, comme je l'avais déjà dit, mon papa avait du mal à me donner de l'argent pour aller m'inscrire dans un club de karaté ou judo ou n'importe quoi. Je voulais juste m'inscrire dans un club d'arts martiaux, mais malheureusement, c'était pas possible. Mais ce soir-là, le miracle s'est produit. Il a réussi à le convaincre en lui disant qu'il connaissait une salle, qu'il connaissait le patron, qu'il pouvait me faire un prix. Et boum, je me suis enregistré
au World Body Gym à Sarcelles, et c'est là où j'ai découvert Guy, j'ai découvert le milieu antillais, j'ai découvert les Thierry Pastel, et Edouard Kawak, et Serge Mubray. Et donc à l'âge de 15 ans, bah voilà, j'étais là-bas presque 4 heures par jour, du lundi au dimanche, et c'était mon nouveau monde. Franchement, voilà, c'était génial parce que un petit club avec plein de gens qui te soutiennent, qui te sollicitent, qui te poussent, qui te motivent. Et forcément, après quelques mois, voilà, tu commences à questionner qui c'est le grand bonhomme sur les posters qui me sont Arnold Schwarzenegger, qui est Serge Nubret et tout. Donc, je suis tombé amoureux effectivement de ce sport. Et là, le rêve s'est enclenché dans mon esprit qu'un jour, je pouvais être aussi un grand champion comme ces champions-là. Et un jour, je peux juste être quelqu'un que j'aurais choisi d'être. Et de changer complètement le cours de ma vie. Donc, voilà, comment on démarre, Mousse, quand on pèse 53 kilos pour 1m78? Ah, on est chétif, hein. Comme je le disais, j'étais comme une feuille morte, hein, un coup de vent, et j'arrivais chez moi comme la feuille morte, j'avais pas besoin de transport. Donc non, c'était dur effectivement d'être chétif. Comme je l'avais dit aussi, que j'avais mes côtes qui sortaient, qui pointaient sur les côtés, et je sais que ça me complexait énormément. Donc oui, je prenais la ceinture du pantalon, je la mettais en haut et je serrais dans ma tête pour la faire rentrer. Donc oui, j'étais complexé quand même. C'est pas facile de vivre ça tous les jours. Et en plus, voilà, tu arrives dans un nouveau pays, la langue n'était pas terrible à l'époque, tu es timide, tu es réservé, tu as des années de souffrance derrière par la perte des parents. Donc, pas facile de se construire. Et d'autant plus difficile quand on est jeune, quand on est, je dirais, un petit moré, parce que l'apparence, en tout cas, semble fragile. Mais l'intérieur, maintenant on l'a compris, était fragile aussi. Heureusement, tu te fais prendre sous l'aile donc de Guy Ignace. J'aimerais que tu nous parles, parce que les internautes, je pense, sont d'accord avec nous, puisqu'ils nous suivent depuis très longtemps. Il y a un grand fossé qui s'est creusé en termes d'ambiance, en termes d'atmosphère. Je parlais tout à l'heure de relations entre adhérents, tu sais, où il y avait cette camaraderie, il y avait cette osmose, presque cette empathie naturelle, en fait, à aller vers l'autre. Tu vois, quand tu es arrivé dans ce club-là, alors que tu étais tout fragile, tout maigre, hein, 53 kilos, je le répète, comment t'ont accueilli tous ces gens-là, donc j'imagine des culturistes avec un niveau assez élevé? Comment était l'ambiance, tout simplement, en fait, et l'atmosphère? J'ai trouvé la famille que j'ai jamais eue. Voilà, donc j'étais encadré. Il y avait le respect surtout, chacun respectait l'autre, il y avait une super bonne ambiance, et voilà, je me suis pas senti étranger, ils m'ont mis tout de suite à l'aise. Voilà, j'étais le petit Mousse, voilà, qui était là, qui s'entraînait sérieusement, qui pesait 53 kilos, qui avait une coupe afro, qui avait un gros chronomètre autour du cou pour chronométrer son temps, et c'était des chaussures de kung-fu pour s'entraîner à l'intérieur de la salle. Donc non, c'était génial. Effectivement, moi qui n'ai pas eu un gros cercle de famille autour, ben là j'ai trouvé. Et effectivement avec Guy, c'était juste génial. J'ai retrouvé le père que j'avais pas eu avant. Auparavant. Quand je pense à ton gabarit, je pense au mien. J'ai à peine 2 cm de plus que toi, et comme j'avais dit dans notre première vidéo il y a 5 ans, moi je faisais 60 kilos, tu vois, quand j'ai commencé. Je pense qu'on a un autre point commun tous les deux, c'est que moi aujourd'hui, je suis toujours pas un gros mangeur. Comment on fait pour après presque doubler, oui toi tu as plus que doublé ton poids en fait, quand on n'est pas un gros mangeur, parce que si je me souviens bien, dans nos anciens échanges, tu l'as jamais été, et en fait tu pourrais te contenter, même tu l'avais dit, parce que j'ai réécouté certains passages, que d'un seul repas. Comment on fait quand on démarre? Est-ce que la faim, sens propre comme au sens figuré, nous donne des ailes et que du coup tu as dévoré tout ce que tu pouvais manger et que tu as enchaîné kilo après kilo comme ça? C'est venu facilement ou pas chez toi? Ben, écoute, je pense avant tout pour démarrer, je remercie le bon Dieu de m'avoir donné une détermination à toute épreuve et un courage presque inhumain pour arriver à faire ce que j'ai fait. Donc effectivement au début, bon, déjà c'est au niveau des connaissances, on n'avait pas des connaissances, les anciens ne te parlaient pas vraiment de l'importance de la diète, surtout à tes débuts qu'il faut manger un maximum pour construire la masse musculaire et que surtout c'est les 2, 3, 4 premières années, c'est là où tu emmagasines un maximum de masse musculaire tant qu'on n'est pas habitué à s'entraîner et à manger autant. Et après, vivant avec mon père, bah déjà tu étais heureux d'avoir un repas à table. Donc
Il n'y avait pas de suppléments, il n'y avait pas de protéines, rien. Mais au fur et à mesure que je commençais à me renseigner, ben, ça commençait à devenir une obsession. Et quand tu as un objectif, quand tu as un goal, il n'y a rien qui t'arrête. Je sais qu'il faut manger, j'ai pas d'appétit, et ben j'ai mon plat, je m'assois, je suis en short, je suis prêt à la bagarre. Tant que c'est pas fini, je ne bouge pas de table. C'était juste une question de, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors tu vois, c'est un peu marrant parce qu'un peu plus loin dans les fiches que je me suis écrites, il y a un mot, tu vois, c'est le mental. Donc le mental, c'est un peu ce qui te caractérise voilà, durant 3 décennies en fait, hein, parce que tu as commencé les compétitions très jeune. On va y revenir dans un tout petit instant, mais j'aimerais en rester encore un peu sur l'entraînement. Et pour cela, il faut un mental d'acier, surtout quand, tu n'étais peut-être pas prédisposé génétiquement à être un culturiste de haut niveau, puisque tu l'as souvent répété, tu as une ossature très très fine, relativement fragile, tu as eu des soucis d'hernie discale assez rapidement, mais on va en parler dans 2 minutes, sans bien sûr parler de toutes les pathologies que tu as eues ces dernières années. Donc, le mental, l'adaptation, ça ce que j'aime chez toi, c'est ça, c'est si tu t'es apparemment toujours adapté, eh bien voilà, aux facteurs externes, internes, à ta physiologie, à ta génétique, et bien sûr aux aléas des entraînements, puisqu'il y a les blessures aussi. Quand tu as démarré l'entraînement, Guignas, ça c'est pour les gens qui peut-être ça intéresserait. Qu'est-ce qui t'a fait faire? Les mouvements de base? Est-ce qu'il t'a appris des mouvements un peu à la dure avec des séries très très longues? Est-ce qu'il t'a appris le B.A.B.A., c'est-à-dire très lentement, on fait un mouvement, on se cale bien, on a une bonne posture, on a une bonne respiration, le bon timing, le bon tempo? Comment ça a démarré en fait, tout simplement? L'ancienne école, il y a cette époque-là, bon, encore, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas du Mathieu Vu, il n'y avait pas C'était pas plus mal. cela. C'était effectivement la base, et la base, et la base. Tu faisais des pectoraux, et ben à chaque séance, tu allais manger des écartés à plat, des écartés inclinés, du couché, de l'incliné, de la poulie vis-à-vis, du pull-over. C'était terminé. Voilà. On connaît bien que l'école, Serge Nubret, c'était entraînement avec des séries Interminable. 5, 6 séries, répétition 15, 20. C'était comme ça. Il n'y avait pas de répétition de 6, de 8, de ceci ou de cela. Non, c'était matraquer le muscle sans arrêt. Donc les entraînements pouvaient durer effectivement 1 heure et demie, voire 2 heures. Voilà, c'était pas compliqué, c'était la base. Et je pense que moi, par ma nature, et tu sais, j'étais un grand amoureux des arts martiaux, mais je n'aimais pas que la bagarre entre guillemets ou les combats. Ce que j'aimais plus, c'était le côté artistique des coups, c'était les katas, tu vois, c'était les beaux gestes. C'est ça que j'aimais bien. Donc forcément, ça c'est en moi et ça s'est développé de plus en plus pour devenir, ce que j'aime dire, un chirurgien de l'entraînement. J'ai réussi très jeune à avoir cette connexion cerveau-muscle sans le savoir, car à chaque fois que je prenais la terre ou la barre, mon cerveau était déjà connecté avec le muscle, avec ce que je faisais. Et si je ne sentais pas ce que je devais sentir, ça m'énervait, ça m'angoissait. Voilà. Donc je savais que je voulais perfectionner mon art. Je suis totalement en phase avec toi, et tu sais ce que je dis parfois, tous les deux, on a une trentaine d'années, moi j'ai 33 ans de pratique, je dis toujours que j'ai bac plus 33 en fait, tu vois. Et comme toi, quand tu parles d'université, quand tu vas au Gold Gym, c'est exactement ça, c'est apprendre, apprendre et apprendre sans cesse. Jamais s'arrêter. Eric, notre sport, faut pas oublier, on le répète souvent, c'est un sport de répétition. L'entraînement, c'est répétition. L'alimentation, c'est répétition. Ta régularité dans la journée avec tes repas, c'est la répétition. Le repos, c'est la répétition. Donc, pourquoi changer quelque chose qui a fait ses preuves pendant des années et des années et qui a marché? Je reproche énormément aujourd'hui à la nouvelle génération de ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font avec passion, avec cœur, tu vois, et pas juste pour une certaine période ou une certaine mode. Non, et c'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec nos chers lecteurs, surtout les passionnés. Quand tu es passionné à vie, à vie. Oui, c'est vrai que c'est une expérience d'une vie en fait, hein, pour moi, l'art du culturisme. Qu'est-ce qui a marché le mieux chez toi les premiers temps? Tes muscles ont répondu, lesquels d'abord ont répondu le mieux et à quel exercice? Et petite parenthèse et petit clin d'œil, j'aimerais avoir ton avis sur ça. Aujourd'hui, on ne jure que par les machines, en tout cas grandement. Hein, d'ailleurs, je vois souvent même dans des vidéos des gens ne s'entraîner que sur des machines. Moi, j'ai rien contre les machines, hein, c'est un plus souvent quand elles sont convergentes, quand elles respectent une certaine biomécanique en tout cas.
avec l'addition, tu sais, d'élastique et ce genre de choses, et c'est excellent, mais bon, pour moi, ça reste pas la base. Toi qui as développé un physique sans tout ça à l'époque, puisque c'était barre, haltère, poulie, et quelques machines, mais alors vraiment, je pense pas qu'il y en avait beaucoup à l'époque à Sarcelles. Voilà, ton point de vue sur ça, tu sais, l'entraînement en machine et old school, je dirais barre, haltère, et puis voilà, l'implication que tu as pu y mettre. Alors, Eric, d'abord, je veux peut-être pour la dernière fois revenir sur quelque chose de très important qu'il y a des gens, malheureusement, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas. Quand je parle de génétique, la génétique, la signification est tellement grande. Quand je parle de la génétique, c'est la génétique à en faire beaucoup de muscles. La génétique, c'est la récupération. La génétique, c'est d'avoir le parfait squelette. La génétique, c'est avoir les parfaites hormones. C'est tout ça. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas eu cette génétique. Mais des gens me disent, oui, mais quand même, tu as vu la ligne que tu as. J'ai eu de la chance de ne pas être trop stupide. Car ma ligne, à la base, j'avais pas les épaules larges, j'avais effectivement des articulations assez fines, mais j'étais droit comme une planche. C'est parce que on m'a appris à m'entraîner, que j'ai toujours eu le souci de l'équilibre, que tout de suite, quand je travaillais un muscle, je travaillais dans sa généralité, et que tout de suite, j'ai compris que le fameux X sur scène, les épaules larges, le bassin étroit et le galbe des cuisses, c'est ça qui crée ce beau physique. Donc je me suis toujours entraîné, j'ai toujours façonné mon corps comme un artiste pour créer vraiment une belle ligne. Si j'étais juste un bourrin et qui travaillait, qui faisait des mouvements sans comprendre ce que je faisais exactement, j'aurais jamais pu développer un corps harmonieux, parfait et équilibré. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment réussi par rapport à ma façon de voir les choses et ce corps que je voyais de mon esprit, parce que par la génétique, je n'ai jamais eu ces quads, cette partie externe bien galbée qui accentue encore plus le fameux X. Mais comme j'ai pas eu ça, et encore et l'intelligence, je savais que c'était génétique, je pouvais faire des squats, je pouvais faire les pieds dedans, à l'extérieur, croiser, tout ce que tu veux, ça n'allait pas se développer, donc j'ai rajouté, je me suis concentré énormément sur les adducteurs, et on le voit avec les années, que les adducteurs se sont remplis, que quand je fais mes poses de profil, j'ai pas de problème parce que ça pousse les chiots. Pareil, les gens qui me donnent des conseils sur mes mollets, mais croyez quoi, quelqu'un en plus comme moi, qui est méticuleux, je ne travaille pas, j'ai toujours dit que si j'avais la génétique pour les mollets, je serais rentré dans le livre de record parce qu'il n'y a aucun muscle que j'ai vraiment travaillé dur comme les mollets. J'ai tout essayé. Et en plus là, à la fin de ma carrière, les 3 dernières années, je me suis déchiré, je me suis déchiré l'ischio avec une partie du solaire. Du coup, maintenant, mon mollet, il n'y a plus de connexion, il a commencé à remonter, à remonter, à remonter. Et d'ici quelques années, bon, bah, j'aurai le tibia tout droit, comme Denise Wolf, comme notre amie Francis Belfato. Quand tu vois maintenant, avec les années, il y a un mollet qui a complètement rétréci. Ouais, et d'autres athlètes. Donc j'ai pas besoin qu'on me pointe les muscles, les mollets, les mains. Je sais. Après, je pense que des trolls, tu sais, il y en a toujours. Au contraire, heureusement, 99,99% des gens qui commentent même tes vidéos, j'ai suivi, tu sais, comme je l'ai dit lors du débriefing, encore une fois, tout ton parcours grâce à Gérard. C'est que du positif. Hein. Au contraire, s'il y a bien quelqu'un qui est un fin technicien, c'est bien toi. Hein. Bien sûr, parce que j'ai toujours eu le souci du détail. Voilà. Maintenant, au niveau de l'entraînement, j'ai su, bon déjà... Quand tu étais jeune, quels sont les muscles qui répondaient génétiquement, pour lesquels tu te grattais le nez, et puis les pecs poussés ou les biceps poussés, c'était lesquels? On a tous comme ça des muscles qui répondent plus ou moins mieux que d'autres. Le premier muscle, c'était les épaules. Les épaules. Je ne me suis jamais cassé la tête pour le développement de mes épaules. Tout ce que je faisais fonctionnait. Ok. Et ces fameux pecs? Eh ben, et tu sais quoi, tu ne peux pas savoir, Eric, que ça soit toi et quelques personnes, quand on me félicite sur mes pectoraux. J'ai toujours fait une focalisation sur mes pectoraux, car j'étais plat comme une galette. Il n'y avait rien. Et moi, chaque séance, depuis l'âge de 15 ans jusque-là, c'est Arnold Schwarzenegger en tête. C'est les pectoraux d'Arnold que j'ai toujours voulu avoir. Voilà. Donc ça a toujours été mon modèle. Donc, quand tu me dis ça, et c'est vrai que sur ma dernière compétition, comme j'étais bien rechargé, j'ai vu tout de suite que la pompe avait fonctionné. Effectivement, tu avais raison. Dès que je rentre sur scène, la première chose qu'on voit, c'est l'épaisseur des pectoraux et mes abdominaux. Donc, je t'en prie, ça me permet d'enchaîner justement sur quelques parties du corps avant d'avancer dans la suite des chapitres. Les abdominaux.
tu en as bouffé des crunchs, des relevés de jambes, etc. Ou il y a aussi une grosse part de génétique? Il y a les deux, je pense. Hein. Mais donne-nous un peu ce que toi tu as dû faire, parce que je suis sûr que tu es un acharné, on le voit un peu dans tes vidéos. Tu le fais systématiquement, là, en tout cas pendant la préparation, à la fin de chaque entraînement. Et c'est ce qui manque un peu à certains de nos jours, hein, c'est-à-dire cette volonté. On travaille surtout les pecs, les bras, mais les abdos, on les laisse un peu de côté. Alors, encore, on revient à l'old school. Serge Nubret. Serge Nubret était réputé pour faire 2000 relevés de buste par jour, des relevés de jambes avec les chaussures en ferraille, en acier, à non plus s'arrêter. D'ailleurs, je suis sûr que Serge n'a jamais été un grand mangeur de soulevé de terre ou un grand squatteur. Pourtant, à la fin, avec son âge, il a eu une double opération de la hanche. Et je suis convaincu que c'était les abdominaux, avec les relevés de jambes et les crunchs. Rappelons-nous qu'à l'époque, le cardio n'existait pas. Donc, faire des rotations de bâton pendant des heures et faire des abdominaux pendant des heures, c'était leur cardio. Donc, forcément, nous, les petits jeunes, quand on a démarré avec Guy, tout ça, c'était les abdominaux. Je me rappelais, c'était une planche en bois avec une moquette dessus, avec une corde à la Jackie Chan, les pieds attachés. Et vas-y, d'ailleurs ça m'a détruit les fesses plus d'une fois parce que comme j'avais pas beaucoup de masse musculaire plus la moquette, je peux dire que tu as les fesses en feu à la fin de la séance. Je me rappelais avec des gros antillais, je me rappelais avec, j'ai oublié comment s'appelait ce cher monsieur super gentil, on faisait du lancer de ballon avec les pieds attachés. Donc les abdominaux, j'en mangeais tous les jours. Et après, en 2002, quand j'ai fait mon combat, c'était 1 heure d'abdominaux par jour avant mes séances. Donc, j'en ai mangé des abdominaux et moi, j'y crois. D'ailleurs, tous mes athlètes, je leur dis, voilà, c'est tous les jours abdominaux, tout ce que je fais maintenant. Parce que c'est clair que 1 heure d'abdominaux, c'était juste trop. Il n'y a pas besoin vraiment de ça. Maintenant, ce que je fais, chaque séance, je prends un mouvement d'abdos, que ce soit relevé de jambes, crunch à la machine, planche que maintenant, avec le recul, que j'ai jamais vraiment pratiqué dans ma carrière, mais maintenant avec l'âge et les connaissances, c'est que nous les culturistes, on a tendance à travailler les muscles visibles qui sont au bout sur scène, mais on oublie la chose la plus importante, ce qui te permet de contrôler ce ventre, de créer la fameuse vacuum, tout ça, c'est la planche. La planche, oui, tout à fait. Il y a, il y a le transverse, il y a le diaphragme. Il y a beaucoup de choses aussi pour le contrôle de la sangle abdominale. La question que je voulais te poser, parce que vous entendez là, tous, cher internaute, Mousse, c'est une pipelette et moi j'adore, on adore échanger ensemble, même en off. Des fois, ma femme me crie parce que voilà, on fait la vidéo et puis après on reste une heure encore derrière. La question que je voulais te poser, c'était ça. Toi-même qui t'es renforcé, parce que je vais parler de ton hernie discale que tu t'es fait donc un petit peu plus tard, quelques années plus tard, hein, après tes débuts, tu as bien gainé, géré ton corps, donc tu as créé une forte pression intrathoracique en ayant de bons abdos, mais de bons lombaires. On te voit souvent t'entraîner également les lombaires. Et moi, le message que je veux faire passer, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une hypertonicité éventuellement antérieure et une hypotonicité postérieure. Donc, c'est à l'époque, tu vois, des Serge Nubret, quand il faisait 2000 abdos, donc au niveau antérieur, je dirais, il aurait fallu normalement, théoriquement en tout cas, en faire autant de l'autre côté. Parce que sinon, ça crée des déséquilibres et ça peut engendrer des douleurs, voire après des blessures. Donc, est-ce que toi, tu as agi un peu dans ce sens-là pour te protéger? Moi, c'est ce que j'ai fait pratiquement toute ma vie, en fait, hein, parce que j'ai 2 hernies discales. Écoute, j'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à avoir mes problèmes d'hernie discale à l'âge de 17 ans. Donc voilà, bon, faire des squats, de toute façon, quelqu'un comme moi, je pense qu'à mes débuts, il fallait vraiment me conseiller, Mousse, ne fais pas de squat. C'est pas encore le cas parce que j'étais très chétif, j'étais très fragile. Dans la salle, on n'avait pas de leg press, on avait un vieux hack squat Panata. Et le squat, donc on en faisait. Donc forcément, dans mon cas, je me rappelle maintenant, c'était plus du good morning que du squat. Donc mon bas du dos a pris un coup. Plus après, essayer de faire du soulevé de terre dans une mauvaise position, le bas du dos avait lâché. Donc j'étais voir le médecin, j'ai fait des rêves. Bon, tu connais comme d'habitude les médecins, oh là 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 là, arrête ton cinéma, tu fais plus de musculation, arrête, tu vas te bousiller et tout. Je suis revenu à la salle, je suis en larmes. Et à partir de ce moment-là, je pense que voilà, c'est venu de ma tête. Ok, je vais arrêter ces mouvements qui sont quand même assez nocifs pour moi. Squat, soulevé de terre. Soulevé de terre, rowing branché et tout ça. Mais par contre, voilà, entraînement d'abdos, entraînement de bas du dos, de lombaire pour créer le parfait équilibre et pour avoir une colonne vertébrale bien soutenue. Ça m'a pris 8 ans. Et tu vois, ça c'est l'autre terme que j'ai noté ici, j'avais marqué le mental. L'adaptation. Tu sais, on parle souvent de personnalisation de l'entraînement. D'autant plus pour toi, il était donc très intéressant et puis même, je dirais, obligatoire de renforcer comme ça ta charnière. Hein.
Et tu l'as fait. À faire des squats, comme je dis, 20 Exactement. répétitions à 200 kg au squat, cul par terre, 3 répétitions à 260 au squat. Le soulevé de terre, ça m'a jamais réussi parce que j'ai commencé à en faire quelques mois après. Je découvre que j'ai mis un hernie au niveau du nombril. Je dis, ok, terminé, ça c'est pas pour moi. Voilà, donc il faut, comme tu le dis souvent, il faut être à l'écoute de son corps. Il faut tester. Ça fonctionne, on garde. Ça fonctionne pas, on élimine. Oui. Et puis parfois, bien plus tard, réintégrer. Parce qu'en fait, on évolue. Le corps évolue, les sensations évoluent avec le temps, puis avec l'âge, les hormones. Et c'est ça qui est intéressant dans cet art dont on parlait tout à l'heure, donc surtout ce terme d'art, c'est qu'il faut perpétuellement se remettre en question. C'est difficile, mais c'est le challenge aussi de ce sport, et moi je l'aime aussi pour ça, ce sport, et cet art. Donc dans les années 90, tu t'es blessé, tu t'es adapté, le mental t'a permis, eh bien, au final, de parcourir les scènes, je dirais, pendant 3 décennies. Mais bien avant ça, tu as commencé donc rapidement les compétitions, tu es passé par France, on va aller assez vite là pour qu'on puisse arriver au milieu de ta carrière et puis surtout après la fin. Tu as quand même fait France, monde, est-ce que Europe tu l'as fait, je me souviens plus. J'ai fait Europe WABA, exactement, WABA. avec cette année avec Jean-Marc Clair et je crois qu'il y avait Alexandre Nataf, il y avait Samuel, comment s'appelle Samuel, je crois, il y avait Sylvie Samuel d'ailleurs qui était sur le plateau, il y avait, comment ça s'appelle aussi, David Ramos. Donc c'était des monstres, des gros bébés. Hein. Tiens, à propos des gros bébés aussi, les champions d'époque, dans la vidéo qu'on avait tournée, tu m'avais parlé de ton premier entraîneur, Jean-Michel Sorel. Tu m'avais parlé aussi des gars de l'époque. Alors, j'en reparle volontairement parce que je réincrusterai des photos pour que ceux qui nous écoutent, qui ont loupé la première vidéo, et puis éventuellement aller la voir. Mais pour les autres, regardez ces physiques-là et rappelez-vous la phrase que je cite tout le temps. Je vais la répéter encore une fois de plus. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Donc, si vous aimez ce sport, attardez-vous un petit peu sur l'histoire du culturisme. Et puis, tiens, un petit clin d'œil au passage. Alors, j'ai plus exactement le nom de la chaîne. Je crois que c'est Human Rage qui fait des vidéos à l'heure actuelle très très old school. Et il y a eu une vidéo sur Edouard Kawak, une vidéo sur Michel Vigier, une vidéo sur les propriétaires de clubs. Alors, ils m'en voudront pas si j'ai oublié leur nom. Et là, une récemment sur Serge Nubret. Human Rage. Alors que tu m'envoies le lien. Ah, je vais t'envoyer ça, c'est génial. J'aimerais bien regarder ça. Ah ouais, juste après je t'envoie ça. Donc petit clin d'œil. Alors, tu sais, à l'époque, Eric, je voulais dire, surtout le fait de démarrer dans le milieu nubrien, c'est vrai, c'est que non seulement effectivement tu côtoies tous les grands champions entiers, il faut pas oublier que dans les années 70, on avait quand même un sacré paquet de champions entiers. Après tu rajoutes les Francis Benfato, les Mohamed Ben Aziza, les Edouard Kawak. Après tu rajoutes les Mister Univers Naba. Pas oublier. James Durvel, il était quoi James Durvel? De quelle origine James Durvel? James Durvel, il est entier. Entier, voilà. Martin Ken, mais James White, qui s'entraînait avec Hassan Clark. Et Abdel Bouaf, lui, c'était algérien, c'est ça? Algérien, oui. Algérien. Il y avait des beaux champions quand même à l'époque. Hein. Puis des gros bébés pour l'époque, parce que rappelons-nous, là, pour ceux qui nous écoutent, on est dans les années fin 80, début 90. Hein. Et donc des sacrés niveaux. À l'époque, je pense que Abdel Bouaf en France, c'était l'équivalent d'un Nasser Sambati. Hein. Exactement. Ouais. Ah oui. Et je remets la photo, donc énorme, des pecs monstrueux aussi, et surtout voilà, une sangle abdominale incroyable, une sèche extrêmement poussée. Dur Maroc. Donc France, Europe, monde IFBB, tu bascules après en univers NABA aussi. Donc en fait, tu as fait pratiquement toutes les fédérations. Je reviens rapidement là-dessus. Par exemple, quand tu démarres le milieu nubré, tu es automatiquement à la WABA, parce que c'est la fédération la WABA, quand on parlait de la NABA, moi tout de suite, comme je suivais les traces d'Arnold, Arnold a été mis sur univers NABA. C'est quoi la NABA? C'est en Angleterre, c'est la compétition la prestigieuse. Donc c'était l'objectif. Mais simplement, voilà, il faut faire les choses par étapes, pas rêver de la carte pro, rêver d'Olympia ou j'en sais quoi, mais avant ça, il faut commencer petit. Donc j'ai commencé dans des petits, 2 fois une compétition en salle que Guy avait organisée. À partir de ça, à Paris, on organise le Grand Prix de Paris. À partir de là, hop, France. France, je me dis, ok, France, bon, c'est pas mon objectif ultime, mais il faut quand même le gagner. J'ai mis 3 ans, 4 ans pour le gagner. Une fois que c'est gagné, hop, mais avant de gagner France, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai pas le niveau européen, mais je vais y aller pour l'expérience, parce que j'aurai pas le track, j'ai rien à perdre. Donc je vais y aller pour trouver mon repérage. Donc je me suis bien classé dans le top 10. À partir de là, je suis revenu sur France, j'ai trouvé le réglage, je gagne France. De France, boum, 2 mois après, je me retrouve à Monde, là-bas en Grèce, que je gagne de toute catégorie.
Et après, c'est monté. Donc, Naba 3 fois. Je fais deuxième, cinquième, quatrième. Mon premier championnat du monde, d'ailleurs, c'était Naba à Benidorm avec mon ami Jamal El Garbi. C'était une bonne expérience. Lui, il termine quatrième, j'ai terminé cinquième. Donc, et après, voilà. C'est monté chaque année. Mon objectif, c'était. Jusqu'à Univers. Univers, c'était en quelle année, mon ami? Univers, alors c'était 2010. « 2001, 2007, 2010, 2011. Mon dernier univers, c'était en 2011, et après, c'était... Donc, si on prend la timeline, et qu'il y a ton premier pas dans le club de gym, jusqu'à Univers, il s'est écoulé combien de temps? Ah bah, il s'est écoulé, bah écoute, démarré en 89, Univers en 2011. Donc 2011, ça fait 1, 10, ça fait 11, 22, donc 22 ans quand même, tu vois, je veux dire. C'est pas rien. Hein. Et pourquoi j'insiste sur ça, c'est parce qu'encore une fois, aujourd'hui, les gens veulent aller trop vite, ils font ce qu'ils veulent, mais je voulais le dire au passage. J'ai eu beaucoup de mal à me développer, et tu sais, les années de blessures, hernie et tout ça, ça m'a beaucoup ralenti aussi. Oui, oui, je comprends. Voilà. Tiens, petite question que je t'avais pas posée la première fois. Au-delà de Jean-Michel Sorel, tu es quelqu'un voilà, qui est un autodidacte. Pour toi, voilà, l'université, ça a été tous les endroits que tu as fréquentés, tous les gens que tu as pu côtoyer, champions ou pas champions, qui ont pu t'apporter un petit plus. Et ces échanges-là, c'est de ces échanges que naît voilà, la connaissance. Est-ce que par la suite, tu as eu d'autres coachs, à part quand on va aborder le volet États-Unis? Est-ce qu'en France, tu as eu d'autres coachs? Alors, le pied à l'étrier, c'était Guy Ignace, le vendeur, le bâtard, tout ce qu'on veut. Après, c'était les oreilles, écouter à gauche, à droite, même si à l'époque les gens ne parlaient pas énormément. Serge Nubret, quand il est revenu en France en 2002, il fait son jubilé. Là, je me suis dit, tiens, je vais faire la surprise au papa Ignace, je vais rien lui dire, mais je vais la préparer. J'étais déjà dans la même salle à Vaugirard à Paris, je voyais Jean-Michel Sorel qui entraînait son ancienne copine à l'époque, Tania Clément, qui était championne du monde, WAPA. Donc, j'ai été le voir la première fois et je devais partir en vacances. Il m'a dit, ouais, d'accord, on verra. Mais c'était en fait pour me tester. Je suis revenu des vacances, j'ai été encore le voir, il voit que j'étais toujours là. Il m'a dit, ok, je t'aiderai. Donc, de Jean-Michel Sorel, franchement, j'ai appris tout ce que je devais apprendre. Jean-Michel a eu l'honnêteté à la fin de dire, Mousse, écoute-moi, ton savoir me dépasse aujourd'hui. Je ne peux plus rien t'apporter. Et tant que tu passes à autre chose, hop, de Jean-Michel, je passe à Abdelmaf. Monde, ensemble, on fait deuxième à Univers. À partir de là, boum, les États-Unis. Alors, tu me lances la perche pour les États-Unis. Tu y arrives d'abord en 2007, première donc escapade aux USA, après ta victoire au championnat du monde. Donc tu pars là-bas et ensuite tu y retournes. Bon déjà, tu vas me dire un peu ce qui s'est passé la première fois quand on arrive sur le sol américain et quand en fait on a l'impression d'ouvrir un magazine et de s'y immerger parce que voilà, tu étais enfin à Venice Beach, au God Gym, enfin tous ces endroits où il fait toujours beau, on a l'impression qu'il fait beau tout le temps là-bas. Et il y a que des gros, que des musclés, et que en fait on se trouve presque à la limite petit face à tous ces gens-là, mais en tout cas il y a des stars, et puis il y a des gens lambda, il y a une culture, il y a une atmosphère, il y a une énergie, comme tu disais dans la précédente vidéo, qui donne envie de s'entraîner, et je vais te citer, parce que j'ai adoré cette phrase à l'époque, tu avais dit, tu as l'impression d'arriver dans un King Jouet, enfin je sais pas comment tu... Toys R Us, voilà, en anglais, voilà, moi un King Jouet là. Et donc en fait tu as envie de tout tester. Quand on arrive sur place, ça donne quoi réellement? Moi, je suis jamais allé et toujours pas, depuis notre dernière vidéo. Bon, comme tous les culturistes, surtout après avoir vu Olympic Iron, découvert Arnold, le Gold Gym, le Ferrigno, tout ça, c'est le rêve ultime de tout le monde d'un jour d'aller sur la planète Mars.
En fait, non, c'est juste la Californie. Chose qui était pas possible. Tu as l'impression d'aller aux États-Unis. Déjà, par les moyens, c'était pas évident. Oui, de Sarcelles, ça faisait loin quand même. Hein. Ouais. Les États-Unis, tu avais l'impression quand même que c'était Mars ou la Lune. Donc 2007, c'était ma grosse année. C'est là où le nom Mousse a explosé. Champion de France, toute catégorie, champion du monde, toute catégorie, juste avec 2 mois. Et là, je commençais déjà à fréquenter Claire. Et elle m'a fait la surprise, elle m'a dit, bon, bah, on part aux États-Unis, en Californie. Donc, on part, mais simplement, moi, ça n'avait pas mûri, j'avais pas réfléchi. Donc, je me retrouve là-bas, bah, on aurait dit Forrest Gump. Voilà, j'étais gaga. J'ai passé 3 semaines et franchement, j'étais sur un nuage. J'ai pas pu vraiment en profiter comme il faut et il fallait presque me claquer le visage pour me réveiller. C'était juste énorme. C'était trop pour moi. C'était trop d'un coup. Il fallait presque me préparer avant. Attention, voilà, tu vas faire ça. Tu vas. Heureusement, il y a mon petit doigt qui me dit que tu vas pouvoir en profiter par la suite parce que en 2011, pour des raisons professionnelles, en fait, de conjoncture qui tombe à pic pour toi, hein, pour pouvoir vivre ton rêve, le vivre avec ta femme. Par la suite, on va savoir que vous allez faire même une famille sur place, donc sur le sol américain. En 2011, vous décidez de vous installer aux États-Unis. Les photographes, les vidéos, une compétition que tu gagnes, un surnom de Mégatron. Allez, j'ai dit un peu tout ça dans le désordre. Résumez-nous ça en 5 minutes, Moussa. Alors donc, 2007, j'arrive. Les États-Unis rencontrent Mousse et Mousse rencontre les États-Unis. Donc en 2008, on décide de partir encore là. C'est là où l'université a démarré. Donc je pars, ça va être entraînement Gold Gym, rencontrer les athlètes, apprendre un maximum. 2009, 2010, j'y tiens. 2010, il est temps maintenant de faire une compétition aux États-Unis parce que j'ai toujours entendu dire qu'ils avaient 2 têtes et 6 jambes. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai choisi une des plus grosses compétitions en Californie, pas loin du Gold Gym, qui s'appelle l'Excalibur. Donc, j'arrive, boum, je gagne la catégorie du super lourd. Et là, c'est là où on te repère, en fait. Hein. Mes stars, photographes, propositions d'argent, là. Donc, c'était juste surréel pour moi. Je décide en 2011 de revenir pour le tournoi des champions et j'emmène mon ami Christian Lacoche. Pareil, on a fait un massacre là-bas, tout s'est bien passé. 2011 arrive, j'étais en préparation à Univers. Claire, ma femme qui travaille chez Nike, on a été expatriés par la termination de travail Nike, donc c'est comme ça que le rêve s'est réalisé. Une fois arrivé là-bas, bon, j'arrive, il fallait apprendre un petit peu la langue, il fallait s'installer tranquillement. Hop, je demande, j'étais déjà à la recherche d'un coach. À nouveau, je tombe sur le Noël Fuller, qui était le coach de Hakim Albrecht et qui préparait pas mal de pros, qui était juge LPC. Je lui demande quelle est la plus grosse compétition que vous avez ici, c'est quoi? Il me dit l'Emerald Cup qui est à Seattle. Donc, étant champion du monde, champion de France, ça parle pas vraiment beaucoup aux Américains. Qu'est-ce que ça fait chez nous? Donc, j'ai choisi ces compétitions. C'était le rêve pour moi, car c'était concentration, compétition, manger, dormir et répéter. Donc, j'ai fait le buzz. Mes photos partout sur Muscular Development, sur les forums, car Noël Fuller faisait ma publicité. On me donne le surnom de Mégatron, le méchant robot qui destroy le show. 500 athlètes dans la totalité, que des Américains. Le seul Français, le seul Européen, c'était moi. Je gagne la catégorie des lourds et je gagne de toute catégorie. Et c'est ça qui m'a ouvert les portes et qui a surtout fait connaître aux gens qui s'émoussent. Alors là, c'est important que tu aies retracé tout ça, et puis en temps record. Parce que là, c'est un gros effort, parce que Mousse, là, il pourrait nous parler pendant des heures, et c'est dommage, malheureusement, qu'on n'ait pas beaucoup de temps. Mais génial, bravo à toi, en plus, d'avoir réussi cette synthèse. Et surtout ce parcours. Parce qu'encore une fois, l'Excalibur, l'Emerald Cup. Après, je me souviens, on avait parlé de Bill Comstock qui vient te shooter. Donc, tu as parlé du Muscular Development. Pendant un moment, tu as eu vraiment... tu étais sous les feux de la rampe. Et ça a été pour toi le début de l'aventure de l'American Dream, dont on avait même fait une vidéo par le passé, qui va se concrétiser encore plus par la suite dans un autre chapitre de ta vie, qui est professionnel cette fois-ci avec John Whitty, mais on va en parler juste après. Donc à partir de ce moment-là, tu te dis, bon, on vit ici, là pour l'instant tout va bien, je gagne compétition sur compétition et puis prestigieux, je suis enfin connu aux États-Unis, donc le perso même du culturisme, du bodybuilding plutôt, je vais essayer de mettre un peu l'accent cette fois-ci, pas dans le débriefing où je l'ai mal dit, là, en 2020. Et c'est là qu'arrivent des pépins. Je fais une synthèse, hein, malheureusement, hein, tu m'en voudras pas.
Alors, tu avais déjà des soucis d'hernie discale que tu as réussi grâce à l'adaptation, grâce au mental, à la personnalisation de ton entraînement, à contourner et puis même à devancer. Tu allais bien au-delà de tout ça. Arrivent les premiers soucis de santé en 2004. 2004, ça a commencé par quoi exactement? Bon, déjà un petit peu en arrière, effectivement, voilà, 2012, quand je suis arrivé ici, c'était la meilleure année de ma vie. C'est que je me réveillais tous les jours, je me disais merci mon Dieu pour ce rêve, pour cette vie que j'ai, parce que c'est la première fois que je me suis senti heureux tous les jours. Et il y avait un plan, donc je réalisais tous les rêves. Bon, tous les rêves, comme je dis que ce soit petit ou grand, c'est un rêve. Aller sur la tombe de Bruce Lee, aller visiter Graceland, la maison d'Elvis, Elvis Presley, bien sûr. ça, faire un an. Mettre un an, être invité sur des compétitions, remettre des awards, être pris comme un modèle. Tu as fait des séminaires aussi, il me semble. Hein, hein, tu as fait des séminaires aussi, je crois, pour Nautilus. bien sûr, oui. Hein, Moi, voilà. j'ai fait un séminaire chez la marque Nautilus. Voilà, devant 100 personnes, avec mon anglais cassé, faire un stand-up. Les gens m'applaudir parce que j'ai parlé de ma vie. C'est ça qui motive les gens. Donc c'était juste énorme parce que Je t'interromps juste une seconde, mais encore une fois, pour ceux qui connaissent pas bien l'histoire, je t'interromps, tu m'en voudras pas. Le mental, il a fallu l'avoir. Bon, on dit d'abord, derrière chaque grand homme, il y a aussi une femme. Tout ce qu'elle a fait pour toi, parce que elle t'a accompagné, d'après ce que j'ai compris, sur toutes les compétitions. Son nom de famille, c'est le compagnon. Ça a toujours été mon compagnon. Ah, tu vois, donc ça colle parfaitement. Toujours. Sans elle, j'aurais pas pu y aller là parce que j'avais déjà la détermination, le courage, le travail, mais elle a cru en moi. Et quand tu vois quelqu'un à tes côtés qui croit en toi, ça te fait pousser encore plus des ailes. Oui. Donc, c'était, on y va, on y va. Et je pense qu'elle t'a servi aussi peut-être de prof d'anglais les premiers temps. En tout cas, on a su, à travers les vidéos que tu nous as postées, qu'elle te servait de traductrice. Quand tu étais avec Will Harris ou j'imagine avec Milos Sarcev. Alors, petite parenthèse, on reviendra sur les blessures parce que ça a été une grosse période de ta vie et puis frustrante parce qu'elle a empêché justement d'atteindre le niveau que tu voulais justement au niveau de ta carrière. Je pense que je suis arrivé, entre guillemets, que j'ai commencé à rentrer dans mes meilleures années, où mon corps commence à bien répondre, c'était 2011, 2012. Donc 2011 à Univers, j'étais à 107 kilos sur scène, je termine quatrième. L'Emerald Cup, 103 écorché sur scène, le toute catégorie. Donc à partir de là, donc je pensais que maintenant le fait que je suis aux États-Unis, je peux me concentrer sur les compétitions nationales, USA, Junior National et tout ça, pour avoir la carte professionnelle parce que c'était le sommet. Malheureusement, avec juste le visa, c'était pas possible. Et là, j'entends qu'il y a le championnat du monde AIFBB au Maroc. Donc, j'ai la double nationalité, j'ai toujours fait mes compétitions pour le drapeau français, mais j'ai toujours rêvé un jour de représenter le Maroc sur une compétition internationale, et pourquoi pas au Maroc. Là, ça tombe bien. Malheureusement, c'était un calvaire d'avoir l'autorisation et tout ça. C'était vraiment c'est un cauchemar. Je peux faire un film ou un livre par rapport à cette préparation, à tout ce qui s'est passé. Donc, j'y vais quand même, mais durant ma préparation, les problèmes ont commencé, mes genoux qui commencent à me faire super mal, mes articulations qui grinçaient à tous les coups. Je me suis accroché parce que j'avais cette envie forte de représenter le Maroc. Je pense que le stress, le fait d'avoir mené ce combat avec les dirigeants et que je voulais absolument participer et que personne n'allait me bloquer, ça a encore plus rajouté stress, mon métabolisme. Vous savez que j'étais à 70% de mes capacités. J'ai été et je faisais un top 10. Rappelons-le encore parce que c'était juste extraordinaire. À la même année, on a un monsieur Hadi Chopin qui était au Maroc, champion du monde. On a monsieur Kamal Garni qui était là-bas. Qui était monsieur Olympia donc l'an dernier en 212. Voilà. J'ai toujours choisi il y avait du beau monde. Des compétitions de haut niveau. J'ai jamais choisi des compétitions juste parce que je savais que j'allais écraser tout le monde. Je voulais toujours me comparer aux meilleurs. Et ça, c'est tout à ton honneur. Comme d'ailleurs toujours cette volonté d'en apprendre toujours davantage. Et dans ton parcours, donc j'ai cité tout à l'heure Will Harris. Ça a été quand même quelqu'un qui t'a appris pas mal de choses au Gold Gym, hein, parce que tu t'entraînais là-bas. Tu es allé aussi au Colosseum, c'est ça, hein, de Milos Sarcev. Ah oui, donc, exactement. Je sais pas si vous savez, là, tous ceux qui nous écoutent en ce moment, mais tapez Milos Sarcev pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un participant de multiples Monsieur Olympia. C'est une sommité. Voilà, on voit une photo ici, hein, en bleu, là. Une sommité dans le bodybuilding, quelqu'un d'extrêmement intelligent.
Ouais, no et mind. un entraîneur hors pair. Donc en fait, tu as continué ton apprentissage avec ces gens-là. Tu as eu toujours cette soif donc incessante hein, d'apprendre. Tout au long de ces années, donc tu as partagé ton quotidien, mais uniquement avec ta femme en fait, parce que là tu vivais maintenant aux États-Unis. Grâce aux réseaux sociaux, parce que quelque part on les critique d'un côté, parce que l'entraînement des fois il est pourri à cause du fait que les gens se filment ou qu'on se filme et que ça casse un peu la séance. Mais mine de rien, c'est grâce à ça qu'on peut partager aussi notre expérience et ce podcast. Donc est arrivé Internet, Facebook, grâce à ça tu as pu partager la suite. Donc il y a des vieilles vidéos, c'est dommage que la qualité soit un peu, tu vois, altérée, mais on te voit au Gold Gym à l'entraînement, avec Will Harris, on te voit en séance de photoshooting. Euh, Ça fait quoi quand justement, on est sur le sol américain, maintenant on y vit, on n'est pas encore naturalisé, mais on se dit ça y est, le tapis rouge est déroulé, à moi de faire le job, de continuer à monter les derniers échelons, c'est ça? Mais ouais, et tu sais maintenant que tu me rafraîchis la mémoire, c'est marrant. Je pense que j'étais un des pionniers avant Facebook, avant Instagram et tout ça. Je postais déjà toutes mes voyages aux États-Unis. Tu sais, c'était sur quoi? Il y avait le forum Planète Muscle, il y avait le Ouais, forum Musculpation. c'est vrai. C'est C'est Planète là-bas, Mus j'avais et toutes Thierry mes Tsagalos, vidéos, oui. mes entraînements avec Hitada Yamakasi, tout ça. Tout était envoyé là-bas. Mais bon, voilà, on a ces traces-là, je vais essayer de les incruster en illustration, donc si je peux. Et tout ça, avec ce mental d'acier, accompagné de ta femme, tu as donc commencé à vivre un rêve américain qui n'est pas donné à tout le monde, hein, parce que Dieu sait qu'on l'a répété plusieurs fois dans d'autres vidéos. On a beau avoir un cœur grand comme ça, on a beau avoir une détermination incroyable, mais la victoire, que ce soit sur les scènes de compétition ou au niveau du business aux États-Unis, c'est pas donné à tout le monde, hein. Donc on a le droit de rêver, il faut rêver, mais il faut aussi avoir les pieds sur terre. Donc, je vais développer ça quand même voilà, assez rapidement. Je Oui, vais vas-y, je t'en développer prie. mon business. Donc, effectivement, j'arrive en 2002 aux États-Unis. Pas parce que je n'ai eu marre de la France et j'ai fait mes valises, j'ai fait tiens, je vais aller vivre Tu as suivi l'Eldorado. Claire, Ça voilà. marche pas comme ça. Mhm. C'est parce que, encore, ma femme travaillait chez Nike, on a été expatriés, on est venu ici comme des rois. Tout était payé par Nike, la maison, la voiture, tout était nickel, c'était sur 2 ans. Après les 2 ans, on a décidé de rester parce que la vie nous plaît ici. Donc, après, tout était sur notre charge. Donc, j'arrive, je fais cette compétition, je me fais un an. Après ça, je reçois mon autorisation de travail. Claire me dit, il est temps d'aller chercher du travail. Chercher du travail, je parle pas l'anglais. Elle me dit non, tu vas chercher du travail, tu vas t'en sortir. J'ai pris mon courage à 2 mains. On a été chez 24 heures fitness. C'était elle qui parlait pendant l'interview. Les mecs étaient surpris. Bon, ils savaient déjà que je montrais dans la salle. La carrure les a impressionnés. Bon, je commence. Je fais fort. Et non, jamais vu ça. Parce que, pareil, c'est quelque chose qui m'a beaucoup déçu. Quand je suis arrivé ici aux États-Unis, je pensais qu'être entraîneur, c'est parce que tu as le savoir et en même temps parce que tu gagnes bien ta vie. J'ai découvert que, bon, tu gagnais pas vraiment beaucoup ta vie, mais surtout que aujourd'hui tu es postier, demain tu as envie d'être entraîneur. Ça te prend 3, 4 semaines, tu as ton certificat pour entraîner les gens. Simplement, moi, j'étais spécial. Tous les entraîneurs de la salle, c'était pour faire de la rééducation. Moi, j'étais un athlète, j'étais le seul à savoir utiliser correctement les machines. La langue n'était pas vraiment mon point fort. Et je pense que c'est passé très vite dans ma tête. J'avais 37 ans, 38 ans. Je me suis dit quoi? Tu es là, tu vas vivre ton rêve. Maintenant, ne sois pas complexé ou quoi que ce soit. Sors les mots, peu importe. Les gens, ils vont voir que tu fais l'effort et que ça va leur plaire. Et l'Américain, ça lui plaît énormément quand on voit quelqu'un qui est en train de faire le nécessaire pour avancer. C'est pour ça que c'est bien d'être rêveur. Les États-Unis, c'est un pays des rêves, mais il faut se donner les moyens. Donc, je démarre. C'était, je dis, un carton. J'entraînais tous les profs de la salle, tous les gens. J'entraînais, ça partait dans les toilettes pour aller gerber, ça revenait. Donc, c'était entraînement hardcore. Ça plaisait énormément de gens. C'était tant mieux. Donc, oui, j'ai fait ça pendant 5 ans. Mes clients en Europe commençaient à grandir de plus en plus. 2013, donc, je suis champion du monde. Et c'est là où tous mes problèmes ont démarré. Donc, pendant 5 ans, je me suis battu pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. En 30 ans, c'est bon, ok, j'arrête la compétition. C'est le moment de se concentrer pour créer sa famille. Donc, on a créé notre petite famille avec les 2 petites jumelles, Margot et Camilla. Je rencontre John Witty, qui était un de mes clients à 24 heures fitness. De client, il est devenu un ami très, très, très proche. De l'ami très proche, il devient le parrain de ma fille. Un soir, on était en train de parler sur les objectifs et tout ça. J'arrive, tu sais, quand j'étais en France,
j'étais sur la démarche pour ouvrir un Gold Gym franchisé avec un homme d'affaires. Malheureusement, divorce, séparation. Il est parti s'installer en Corse, d'ailleurs. Et Claire vient avec l'idée, ok, Claire a toujours été derrière moi, toujours en train de me casser la tête, dans le sens toujours me poser la question, Mousse, c'est quoi ton plan B? Faut pas demander ça à un athlète. Moi, un athlète, il n'y a pas de plan B. Il n'y a qu'un plan A. On se donne les moyens et il est hors de question que ça ne marche pas. Moi, j'ai toujours été comme ça. Et en même temps, je travaille dans la sécurité. C'était comme ça que je gagnais ma vie. Et ça m'énervait cette question. Non, mais c'est quoi? Demain, tu as une blessure, tu as ceci, tu as cela. Tu fais comment? Et elle a réussi à me convaincre. La marque Gasp et Better Buddies, énorme. Je dis, OK, on va commencer. Elle m'a beaucoup aidé avec son expérience. J'étais le premier distributeur en France de Gasp et Better Buddies. J'ouvre un site internet où je vendais la marque Under Armour, Chic, Proform. Et ça, donc sur une année, franchement, ça commençait vraiment à monter au plafond. Le voyage aux États-Unis arrive, on ferme la société et on est parti. Donc, en parlant avec John, tu vois, moi aussi, j'avais le rêve de faire une salle et tout. Lui, de son côté, il me dit, bah tiens, moi aussi, j'ai failli le faire, ça n'a pas fonctionné. Je dis, bah écoute, allons-y, lançons-nous. Et c'est comme ça que Willpower Gym est arrivé. Donc, j'ai eu tout entre les mains. John m'a fait beaucoup confiance, même si c'est mon partenaire à 50-50. C'est moi qui ai eu le contrôle. Et c'était bien d'ailleurs parce que je suis beaucoup plus expérimenté que lui. Lui, son rêve, c'était juste d'ouvrir une petite salle avec quelques profs. Moi, depuis le début, mon rêve était gros. Je voulais une vraie salle à l'ancienne où les gens recriaient là où je m'entraînais, je sautais sur ça parce que je lui parlais surtout ici par rapport à l'état américain, l'état d'esprit. Là, tout le monde en fait est dans la motivation. J'ai envie de motiver les autres, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Et c'est quelque chose moi vraiment qui m'énerve parce que ma première question est toujours, ok, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour motiver les gens? C'est bien beau d'être assis sur son canapé et dire je veux, je veux, je veux, je veux. Moi, je passe à l'action. Il faut pas mentir aux gens. Quand on fait quelque chose, on le fait pour soi. Moi, ma carrière de culturiste et tout ce que j'ai fait, tous les rêves, c'était pour moi. Mais maintenant, je me suis rendu compte l'impact que ma carrière, ma vie, ce que j'ai fait a sur les gens. Donc c'est là où j'ai compris, parce que ça vient avec la sagesse, ça vient avec le temps. Je me dis, waouh, si j'ai ce pouvoir sur les gens, à les motiver, à leur faire changer d'avis, à leur montrer que regardez, je suis comme vous, mais j'ai des galères, j'ai des problèmes d'articulation, j'ai des obstacles, mais je me bats, je me laisse pas faire pour y arriver et que ça motive les gens, j'ai réussi. Et c'est ça la vraie motivation. Si tu regardes quelqu'un, ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire, ça te motive. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir les lèvres. Et ça, tu sais, ça a toujours été le fil conducteur de nos vidéos. Moi, quand on me complimente souvent pour Bodybuilding Rules à l'époque, et puis maintenant Fitness Mag, et c'est quand même, je le répète, presque 8 années d'édition d'un magazine totalement gratuit avec une superbe équipe d'ailleurs, que je remercie encore au passage, mais avec des aléas financiers. Et pourquoi, alors que je gagnais plus ma vie avant, dans ce que je faisais avant, même si aujourd'hui, maintenant, je le complète par de la naturopathie, puisque je suis officiellement naturopathe, eh bien, c'est la passion qui me motive, c'est le partage. Et c'est ça qui m'a toujours motivé depuis tant d'années. L'idée d'un magazine que peut-être j'aurais voulu avoir entre les mains quand j'étais plus jeune, tout simplement. Voilà, et partager une information qui sonne vraie et non pas, tu sais, vendre la mariée plus belle qu'elle n'est. Au niveau des galères, tu m'as parlé de beaucoup de galères, mais il y en a une en ce moment, avant de revenir sur tes problèmes de santé, il y a le lockdown en ce moment, c'est-à-dire le confinement. Aujourd'hui, tu es encore touché. Dans le débriefing Olympia, je souhaitais beaucoup de courage à tous nos amis propriétaires de salles. Comment ça se passe pour toi là en ce moment? Ça se passe mal, je ne vais pas mentir parce que pendant les 16-20 semaines de préparation, comme tout grand champion, j'ai réussi vraiment à me mettre dans mon monde et à me concentrer que sur le positif, que sur la chose que je peux contrôler, ma préparation. Mais maintenant que je rentre dans la compétition, c'est toujours difficile après une compétition. Là, c'est encore plus dur parce que j'ai décidé d'arrêter ma carrière et je me retrouve avec la réalité qui me fait mal. Ma salle est fermée. Mes employés ne sont pas payés. Je ne suis pas payé. Le loyer continue à tourner, les factures continuent à tourner. Je fais comment? Là, le gouverneur de l'Oregon continue à pousser de 2 semaines en 2 semaines. On est toujours dans le rouge, ça veut dire qu'on est en gros risque. Ouais, ils ont commencé à parler de vaccins, ceci, cela.
Mais moi, je suis fermé. Donc, je fais comment? J'ai pas rêvé pendant 20 ans. Je me suis pas battu pour faire ma salle, l'avoir fermée. Et là, il va falloir que je fasse quelque chose. Je ne sais pas. Là, j'attends franchement la semaine prochaine parce qu'on s'est dit, d'accord, Thanksgiving, c'est passé. Christmas, c'est passé. Le jour de l'an va passer. Mais la semaine qui va arriver, là, il va falloir. J'ai contacté quelques salles hier pour savoir alors qu'est-ce qu'on fait. J'ai dit aux gens, hey, il va falloir qu'on se mette tous ensemble pour aller mener un combat. Je ne vais pas juste attendre. Si j'attends jusqu'à février-mars, eh ben, crois-moi que c'est fini. On est foutu. On est foutu. Et non seulement je te le souhaite pas ni à personne d'autre, mais en France c'est pareil. En France, on nous mène comme ça, tu sais, espèce au bâton, à la carotte, et on nous fait croire des choses impensables. On nous aurait dit il y a un an, c'était impensable, inimaginable. Donc moi j'en ai parlé un petit peu aux propriétaires de salles, enfin en tout cas ce que je connais, et surtout mes amis de très très longue date, donc Perfect Bodies ici à Bastia, j'ai dit bougez-vous, faites quelque chose parce qu'ils ne vont jamais réouvrir officiellement. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'il va falloir qu'on se mobilise. Alors certains parlent de résistance, d'autres parlent, tu sais, d'abord de digital soldier, donc des soldats digitaux. C'est très bien, c'est ce que moi je fais en partie, mais au bout d'un moment il va falloir qu'on aille sur le terrain parce que quand vous allez être impacté, moi j'ai un budget aussi avec la salle de sport. J'ai des budgets avec, tu sais, des vendeurs de compléments alimentaires. Ben, c'est comme un domino, tu sais, les dominos, un après l'autre tombent, en fait, l'effet domino. Et on va tous tomber, et moi aussi, je commence déjà à être impacté. La semaine dernière, quand on s'est parlé, c'était pas le cas. Eh bien, ça y est, ça commence. Donc, il faut qu'on se serre les coudes tous, qu'on ne se laisse pas faire, et que surtout, on s'éveille une bonne fois pour toutes, si c'est pas le cas, et qu'on se dise, on vit une époque très, très grave, c'est très dangereux ce qui est en train de se passer. Il y va de notre santé au sens propre comme au sens figuré, hein. C'est-à-dire notre survie. Je ne connais pas vraiment l'État, par exemple, en France du tout, mais nous, ici, par exemple, c'est les restaurants et c'est les salles. Et ce n'est pas juste. Pourquoi le deux? Pourquoi les autres supermarchés sont ouverts? Pourquoi les coiffeurs sont ouverts? Tu vois? Et tant qu'on n'est pas impactés tous, bon, c'est pas moi, c'est les autres, c'est OK. Mais c'est pas possible. C'est pour ça que là, je suis en train de voir, peut-être avec d'autres restaurants, d'autres salles, de prendre des avocats pour te donner vraiment la loi, ce qu'il faut faire, et ouvrir parce que on ne peut pas t'interdire d'ouvrir les portes de ton business parce que tu continues à payer. Oui, surtout que toi, tu pourrais facilement limiter le nombre d'entrées, répartir selon des créneaux horaires. C'est faisable. On doit laisser la chance aux gens. J'ouvre mes portes. Si les gens se sentent à l'aise, ben, qu'ils viennent s'entraîner. Ceux qui se sentent mal à l'aise et qui ne veulent pas prendre le risque, ils restent chez eux. Oui, c'est incroyable. Encore une fois, voilà, je souhaite qu'on sorte de tout ceci. Mais voilà un nouvel obstacle qu'il va falloir surmonter. Tout comme donc tes nombreuses douleurs. On a vu que c'était le genou, ça a été les coudes, ça a été l'épaule. Et quand on suit tes entraînements, je l'ai dit dans le débriefing, on voit ton implication, on voit ta concentration maximale pour, malgré la frustration, je le répète, arriver à réussir cette connexion cerveau-muscle, à ressentir ton muscle travailler, parce que, encore une fois, sans cette connexion, sans la stimulation, eh bien, il n'y a pas de progression. Hein. Donc, toi-même, à un niveau de compétiteur, comment tu as vécu ça? Donc, je reviens un tout petit peu en arrière. Donc, il y a eu l'arrêt pendant 5 ans parce que je ne pouvais plus m'entraîner comme je devais, qui ne va pas. On a trouvé que j'avais la maladie paludromique rhumatisme, qui est une maladie au niveau des articulations, une inflammation des articulations, mais qui jongle, un coup c'est l'épaule, un coup c'est le coude, un coup c'est les genoux. Après, je découvre que les genoux, c'était HS, car je n'ai plus de cartilage, j'ai la maladie arthrose. En fait, c'est très important de le préciser. Quand je dis blessures, ce ne sont pas des blessures dues aux charges, d'entraînement. Non, mes blessures, elles sont arrivées avec l'âge à 40 ans parce que c'est héréditaire. Donc la maladie. Oui, tu avais déjà un terrain favorable. Exactement, qui s'est déclenché à 39 ou 40 ans. Et mes genoux, pareil. Et tu sais, le stress, la restriction calorique, ce que vous imposez quand vous êtes culturiste de très haut niveau, c'est un stress qui est colossal, autant acidifiant pour l'organisme, qui accélère le phénomène, donc, et cette pathologie qu'on appelle l'arthrose. Je vais l'avoir, la maladie de l'arthrose au genou, je ne l'ai pas eu à 30 ans ou à 25 ans. C'était beaucoup plus tard, et c'est là, en général, ce genre de maladie se déclenche. Donc, plus de cartilage et la déchirure du ménisque. Pareil, j'ai fait, tu m'as bien suivi, le plasma, ça n'a pas fonctionné. J'ai tout fait pendant les 5 ans. À partir de là, je me dis non, mon cerveau veut toujours faire de la compétition, je suis toujours bodybuilder à 200%. Je ne voulais, pareil, mon côté battant, têtu, je ne voulais pas que la maladie ou quelqu'un d'autre décide à la fin de ma carrière. Pardon, pendant les 5 ans, c'était très difficile pour moi. J'ai ma salle, j'ai mes enfants, je suis devenu un coach réputé, mais avant tout ça,
je suis un athlète. Si j'ai rêvé des États-Unis, c'est pour aller au-delà, c'est pour faire des compétitions, des plateaux professionnels et tout ce qu'on veut. Mais malheureusement, ça n'était pas le cas, ça me rendait triste. Donc à partir de là, je dis ok, et ben encore une autre fois, je vais challenger cette fois-ci le mal, la douleur. Je vais montrer que la douleur, tu ne peux pas m'arrêter, c'est moi qui décide. Il n'y a qu'un seul patron ici, c'est moi. Donc je suis revenu, j'ai fait la compétition de Mégatron, je gagne. L'année dernière, voilà, j'ai fait des championnats de North America. Je fais l'Olympia en classique. On s'est dit, tiens, on va voir ce que ça fait le classique. Parce que j'étais déjà classique avant le classique. Je vais essayer de descendre aux 96 kilos, qui était très difficile pour moi. J'ai réussi à faire le poids, mais malheureusement, un jour et demi, ce n'était pas assez pour moi pour se recharger. J'étais quand même très écorché, mais j'étais plat. Ça devait être ma dernière compétition, mais je m'attendais pas à faire un top 5 sur un plateau de 20 athlètes au Open. C'était pas des masters. J'étais, je pense, le plus vieux. Avec des jeunes. Top 5. Je dis, waouh, c'est que j'en ai encore sur le pied. Qu'est-ce que ça va donner maintenant avec un an complet d'entraînement? Donc, j'ai pris cette décision. J'ai pris un plaisir fou sur toute l'année à m'entraîner, à remettre le cerveau en marche. C'est comme si j'étais tout seul avant dans ces années, pas de business, pas d'enfants et tout ça. Donc, Claire m'a énormément aidé. Je me suis préparé à fond. J'ai essayé effectivement de faire ce que je peux avec mes problèmes. Mais crois-moi, comme tu me l'as dit la dernière fois, ma frustration était énorme tous les jours, car le savoir, je l'ai. L'énergie, l'envie, tout ça, mais tous les jours je vais avec les mains attachées dans le dos, car quand on a mal, tu peux pas. J'ai toujours dit que j'étais très technique, je travaille beaucoup dans les angles, dans tout ça, mais quand même j'aime travailler avec la charge. Pour avoir une stimulation musculaire, il faut quand même. Oui, tu as beau essayer pré-fatigue, post-fatigue, giant set, etc. Au bout d'un moment, il faut quand même envoyer du lourd. Hein. Sur chaque entraînement de jambes, je n'ai jamais été courbaturé. Parce que le travail n'était pas vraiment profond, parce que dès que tu mettais cette charge importante, eh ben c'était les genoux qui commençaient à grincer les premiers. Je vais te poser une question, ça va interpeller peut-être certains. Tu sais, on dit toujours, la charge, elle n'est que celle que l'esprit veut qu'elle soit. En gros, avec une charge légère, on peut la faire devenir très très lourde. Je pense qu'on est d'accord tous les deux. Mais, passer à un certain niveau, ce qu'on appelle donc l'homéostasie, le corps s'adapte. Et il va falloir faire en sorte d'imaginer qu'un poids de 12 kg, il en fasse 50. Hein. Donc c'est très très complexe. Je voudrais faire comprendre, voilà, ceux qui nous écoutent et certains qui n'avaient pas trop compris certaines charges que tu mettais pendant tes entraînements. Je voyais les commentaires, mais heureusement c'était ce fameux 1% de troll, hein, je vais dire, hein, pour les nommer ainsi, que la subtilité et l'intelligence de l'entraînement pour continuer à s'entraîner, contourner la douleur et arriver à stimuler le muscle suffisamment pour qu'il y ait une réponse hormonale derrière, une réponse donc métabolique et donc de croissance. C'est là où l'expérience rentre en jeu. Et tu nous l'as montré en vidéo et je te remercie pour ça parce que c'était voilà chirurgical, c'était très précis. Et tu connais, Eric, d'ailleurs même mieux que moi, le pouvoir de l'esprit. Quand j'étais au sommet de ma carrière, tout au long de ma carrière, je n'ai jamais été satisfait. Je suis un éternel insatisfait. J'ai toujours voulu plus et je pense que c'est ça qui m'a permis d'avancer sans relâche. Faire ce que je fais aujourd'hui. Déjà, quand je vais à la salle, j'ai un blocage mental parce que je sais que je ne vais pas pouvoir faire ce qui a fait de moi qui j'étais. Les jambes, par exemple, c'était un point faible au début. J'ai dû travailler très, très, très dur. Je peux dire que les séances que j'ai fait avec Abdelbouaf, c'était un cauchemar. Je dormais pas la veille, tellement je savais qu'il allait me rentrer dedans. C'est pour ça que je l'avais choisi d'ailleurs. Donc, ce qui m'a permis de construire des cuisses, leur donner des volumes et équilibrer mon corps, je n'arrive plus à le faire. Et tu le vois d'ailleurs, les experts, quand vous voyez mes entraînements de jambes, quand je fais par exemple des exercices comme le hack squat, tu vois bien que le corps est bien fait, le corps se défend. Exactement. Mes genoux ne bougent pas du tout, mes genoux ne vont pas vers l'avant. Et quand je commence à descendre, c'est plutôt mes fessiers qui partent. Oui, qui partent, et tu t'inclines en fait, et il n'y a pas réellement la flexion. Et on le voit très très bien, c'est vrai en vidéo.
effectivement pour engager le quadriceps. Donc je peux mettre la charge que je veux à chaque fois. C'est les fesses qui partent en arrière et je sens une grosse contraction sur les fesses, mais rien qui va sur le quad. Quand je fais la presse, bah pareil, j'étais assez intelligent d'utiliser les câbles en partant du haut pour soulager la charge, et la charge n'est pas posée sur les genoux dans la position basse. Oui, ça c'est excellent, très intelligent. Une grosse frustration de s'entraîner que tu ne peux pas faire ce que tu dois faire pour progresser. Parce que tout ce que j'ai fait les 2 dernières années, c'était juste pour rattraper mon niveau. Alors, niveau justement, parce que je vois qu'on est à 1h10, j'aimerais moi continuer pendant des heures encore avec toi, tu le sais, hein, on le dit à chaque fois. Un niveau quand même que j'incruste les photos là, et puis la petite séquence vidéo que Claire t'a filmée. Encore une fois, moi quand je te vois arriver sur scène, c'est ça pour moi le culturisme. Je parle même pas de bodybuilding, tu vois. Moi je dis le culturisme, c'est un corps hors norme. Donc avec ce fameux X, Dieu sait que tes épaules sont très larges, les pecs sont très évasés, là ils étaient bien globuleux, bien. En effet, l'échauffement et la pompe avaient réussi en fait avec ta recharge, on en a parlé tout à l'heure. La sangle abdominale, il faut se souvenir de ces cours élémentaires pour arriver à compter, parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup d'abdominaux là pour arriver à compter la sangle entière, donc c'est super joli. Et c'est super esthétique. Donc quand on parle d'esthétisme en bodybuilding, voilà, c'est l'hypertrophie mélangée à quelque chose qui va, tu vois, où il y a ce fameux wow, où il n'y est pas. Quand tu arrives, quel que soit le poids, parce que tu étais à 103 kg, c'est ça? 103 kilos. 103 kg. Et bien voilà, moi je te dis, à part, je te parle honnêtement, mais on l'a déjà dit, hein, à part en effet les jambes, où on voit qu'il y a ce manque quand même, hein, et puis de galbe. Mais à part ça, c'est ça qui me plaît, et l'ensemble est homogène, malgré tout. La gestuelle, le côté artistique, le placement, le sourire, tu sais, un petit détail qui va te faire sourire. Le détaché biceps-triceps de face, en double biceps. Tu sais, quand on voit cette petite coupure qui correspond quand on tourne le bras à la longue portion, ou chef long, aujourd'hui on dit chef long, tu vois. Ça, moi, quand je le vois pas chez certains athlètes, je me dis, merde, c'est bizarre, ces bras, ils sont gros, mais c'est pas découpé. Moi, j'ai toujours en tête les bras d'Arnold, tu sais, même dans Conan, quand il prend son épée, qui fait comme ça, que c'est coupé, que tu vois bien, c'est différent. Exactement. Donc voilà, moi, le culturisme, c'est ça, c'est ce relief, c'est la belle couleur du tan, c'est une peau qui est pas, c'est plein de pustules, hein, on est d'accord, j'en ai parlé dans plein d'autres vidéos. Et c'est toute cette présentation qui fait que voilà, qu'il y a le wow et qu'on dit voilà, moi c'est ça vers quoi j'aimerais tendre si je pouvais augmenter mon niveau. Rappelle-toi ce que j'ai toujours dit. Pour moi, le body c'est comme du mannequinat. Quand tu montes sur scène, de la coupe de cheveux jusqu'aux ongles, tout doit être parfait. J'ai toujours été un fervent de bronzage. 3 mois avant la compétition, je vais faire le bronzage parce que je veux avoir une belle peau, je veux la préparer. Parce que tu sais, ça va être un conseil pour les culturistes. C'est très important de faire ça. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de taille. Beaucoup de taille enlève le détaché, enlève la définition. Voilà, donc c'est très important. Quand tu es à la salle, tu te regardes, tu as envie de faire des photos, t'es beau. La peau est nickel, tout est propre. D'ailleurs, rappelle-toi, tous ces culturistes à l'époque à Venice Beach, s'entraîner, aller à la plage. Retourner s'entraîner, aller à la plage. C'était que ça, et comme disait Tom Plaz, ils avaient un bronzage naturel pratiquement toute l'année en fait. Hein. Donc, et donc pour faire la compétition, malheureusement, bon, c'était très très gros niveau, car il y avait la compétition. On le voit sur les vidéos, il y a des mastodontes quand même. Hein. C'est arrivé, et je suis tombé sur le plateau de plus de 35 ans à 28 athlètes, et le plateau des lourds, normalement ils sont 8-10, là on était 18. Oui. Donc, tu sais quoi? Alors, plus de 35 ans, je termine 11e sur 28. Sur le plateau des lourds, je termine 12e sur 18. Eric, c'est la première fois de ma carrière où je suis out du top 10. J'étais sûr que tu allais dire ça. Alors, tu sais quoi? J'y ai pensé hier. Je réfléchis, mais j'ai toujours été dans le top 10. Même au championnat du monde à IABB, on était, je crois, 19 ou 20. Je fais 10e. Là, out. Et je pense que malgré ton incroyable performance, parce que tu peux qu'être fier de toi, hein, je pense que c'est ça aussi le tilt. C'est toutes ces douleurs, c'est cette frustration d'entraînement, c'est les sacrifices que ça incombe. Hein. Dieu sait que moi, quand je fais attention avec mes brocolis, etc., c'est déjà prenant. Et ça prend sur le mental, tu sais, de faire attention, parce qu'en prenant de l'âge, on prend vite de la bedaine. Donc j'imagine pas, moi qui n'ai jamais vécu ça, mais à travers beaucoup d'amis qui ont été compétiteurs, quand on doit faire autant de sacrifices jusqu'au bout. En plus, on parlait de l'investissement, donc c'est chronophage, le temps que tu prends sur la famille, l'argent qu'il faut investir.
comme je te l'avais dit, je me suis dit, je me donne les 2 ans effectivement pour essayer de se rapprocher un maximum à mon niveau, mais je voulais surtout, comme je l'ai fait, j'ai réussi mon pari, pour moi c'est comme si j'ai gagné, je voulais présenter un physique qui me plaisait, 10 kilos de plus que l'année dernière à mon âge, parce que les muscles je les avais, simplement l'année dernière, je les ai bouffés pour faire le poids pour un classique physique. Donc ça, là, j'ai réussi ma recharge, je me suis préparé à 200% tout seul, parce que j'ai pas voulu aller demander l'avis de quiconque pour ne pas jouer avec mon cerveau. J'étais vraiment dans une bulle zen, relax, parce que j'avais pas de pression. Je dis, tant que je présente ce que je veux, l'avis des juges m'importe peu. Même si dans ma tête, je pars pour gagner. Je suis un gagnant, je pars pour gagner. Je ne pars pas juste pour voir ce qui se passe sur scène. Et tu sais, il n'y a rien de mieux que d'arrêter et de se dire, je peux le faire encore. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, aujourd'hui, il y a un an, je t'avais dit, oh, tu t'arrêteras pas. Aujourd'hui, je pourrais le dire, parce qu'en fait, je pense que tu as besoin d'un break, mais après, à toi de voir si la frustration va toujours être là, si les douleurs vont s'amplifier ou pas. Mais tu sais, ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est que moi, je donne toujours mon exemple dans les vidéos, alors que c'est incomparable. On peut pas comparer Eric et Mouchel Bakouchi. Mais pour les gens qui m'écoutent, qui sont des pratiquants lambda, aujourd'hui, je me sens en meilleure forme que lorsque j'avais 30 ans ou 35 ans. Mes entraînements sont encore plus qualitatifs parce que j'ai encore plus d'expérience. Il n'y a que les charges qui me font peur parce qu'il y a des petits signaux qui me disent hein, attention. Tu sais, des fois, quand tu pousses comme ça, que tu sens une petite gêne, une petite fibre comme ça qui commence comme une corde de guitare, et tu dis oula, bon, les charges, il faut peut-être faire un peu attention. Mais, pour te donner un titre d'exemple, je ne vais pas donner des performances parce que ça n'a rien à voir, mais mon squat augmente. Alors que j'ai 2 hernies discales et je l'avais mis de côté, là, ça fait 1 ou 2 ans, surtout quand j'ai recommencé mon training. Le soulevé de terre, je l'ai remis. J'ai 2 hernies discales. Et ça progresse, et j'ai des sensations incroyables dans le dos. Donc, en fait, je retrouve du plaisir, et j'en éprouverai encore, et encore, et encore. Donc, c'est la question que je voulais te poser. Quelle que soit ta décision, parce qu'aujourd'hui, voilà, on devait fermer le livre. Moi, je le laisse à peine entrouvert, parce qu'avec toi, on ne sait jamais. Hein. Quel conseil tu pourrais donner à tous ceux qui ont mon âge, moi je vais avoir 50 ans, qui ont le tien, donc un tout petit peu plus jeune, qui ont peut-être plus que nous, parce que je sais que parmi ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui ont 60 ans, même 65, et vu de la vieille, hein, il y a des gens qui ont de la bouteille, beaucoup d'expérience. Quel conseil on peut leur donner? Moi j'ai une phrase toute faite, mais je vais te la demander, pour durer dans ce sport. Bon, déjà par rapport à l'arrêt, c'est vrai, je me rappelle très bien la dernière fois tu m'as dit oh tu vas t'arrêter, j'y crois pas du tout. Non, dans ma tête c'est clair et net, je suis vraiment en paix avec moi-même. Pour un perfectionniste, j'ai toujours dit quand je fais de la compétition, mon objectif c'est de présenter un nouveau tableau à chaque fois. Pas présenter toujours le même parce que les gens finissent par s'agacer. Au jour d'aujourd'hui, je n'arrive plus à présenter ce tableau que je veux. Je ne me mens pas à moi. Comme je dis, demain, je peux trouver un concours de merde NPC où je suis sûr que je vais gagner, je vais aller, je vais briller. Aucune importance. Est-ce que c'est ça qui m'intéresse? Non, ça m'intéresse pas parce que je ne suis jamais menti à moi-même et j'ai toujours voulu aller de plus en plus haut, de plus en plus haut. La compétition est derrière moi, mais le body, c'est dans mon sang, c'est dans ma vie, bien sûr. Tu sais, je suis rentré dimanche d'Orlando, lundi, je suis déjà à la salle. J'ai les athlètes qui sont entraînés avec moi. Ça va me pousser. Ça fait 1 semaine, je me bats. J'ai pas envie de m'entraîner, j'ai pas envie de forcer. Mais rien que pour eux. Je suis là parce que je suis toujours la locomotive. Donc, je continue toujours à m'entraîner. Pas de la même façon. Et c'est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des signes qui commencent à se montrer au fur et à mesure. Chose que je n'avais pas au début. La peur. Il y a des fois, quand je mets une charge importante, je commence à avoir peur, ça va lâcher, ça va péter, ça va se déchirer. Ça, j'avais pas ça avant. Et c'est là où tu sais que tu commences à arriver à tes limites. C'est vrai. Donc, je vais continuer, je vais revenir sûrement vers les arts martiaux. J'ai toujours aimé les arts martiaux, je vais m'orienter sur je verrai bien, mais je garderai toujours l'amour de s'entraîner. Je n'ai plus rien à prouver, je ne vais pas chercher encore sur développer. Je n'ai plus besoin de prendre les produits pour progresser et continuer. Et ça, je suis très content, franchement, maintenant, de dire, OK, c'est derrière moi, je continue juste mon thérapie pour fonctionner normalement. Bien sûr. À mon âge 46 ans, j'ai besoin d'un certain support, surtout au niveau de la testostérone, suivi médicalement, tout est nickel. Donc ça, le conseil que je peux donner aux gens, encore c'est pareil, qu'ils soient âgés ou jeunes, faites les choses avec cœur, faites les choses avec amour. Quand on fait les choses avec amour, on prend plaisir.
on n'est pas forcé. Ah, c'est exactement ça. Tu sais ce que j'allais dire, voilà, c'est avec amour, c'est exactement le même terme. Aimer ce que l'on fait, le faire pour soi d'abord, après pour les autres, tant mieux. Tu sais, quand tu prends de l'âge et que ta femme te dit, oh, tu es toujours bien bâti, ben tant mieux, hein. Les gens autour de toi qui, eux, ont la bedaine et finissent leur journée au bar. Bon, en ce moment, au bar, malheureusement, ils sont confinés, mais... Donc, aimer ce que l'on fait. Oui, prendre son temps. Tu sais quoi, petite anecdote. Oui. J'ai un athlète professionnel qui vient de passer professionnel à USA qui fait appel à moi là pour le préparer, que c'est toujours préparé tout seul. Donc je lui envoie un message hier, je dis voilà, c'est quoi ton objectif cette année, qu'est-ce que tu veux faire, tu veux rester au mince physique, tu veux passer au classique physique. Et la réponse est tombée, la réponse qui m'énerve toujours. Mon objectif c'est d'être sur le plateau d'Olympia l'année prochaine. Mais qu'est-ce qui vous arrive? La première chose, Mousse, je veux faire un top 3, un top 4 sur un concours professionnel, parce que c'était ton premier concours professionnel. Mousse, je veux vraiment donner les chances pour gagner un concours professionnel. Olympia, c'est l'objectif sommet, c'est là. Mais avant, il y a des escaliers, il y a des steps. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Un peu plus de réalisme. Ne brûlez pas les étapes, prenez plaisir et faites les choses une par une, c'est une valeur sûre. Et vivez, oui, et comme je disais, vivre cette expérience tout au long d'une vie qu'est le sport, tu sais, d'être en phase avec son corps, de le connaître de mieux en mieux, d'adopter une hygiène alimentaire qui est meilleure, généralement éviter la cigarette, éviter l'alcool, éviter les abus, en tout cas de tout genre. J'ai beaucoup apprécié les vidéos qu'on avait fait ensemble, dans lesquelles sans tabou, tu parlais du dopage, tu parlais de protocole, le tien, sans jamais en faire l'apologie, sans jamais même le conseiller à qui que ce soit. Au contraire, je me souviens d'une de tes phrases, tu disais, ne mettez pas le nez dedans parce que après vous aurez du mal à faire marche arrière. Donc tu vois, moi c'est ça que j'ai aimé avec toi, c'est ça que j'aime. Tu vois le titre du podcast, passion, professionnalisme, générosité. La générosité que tu as et l'authenticité à transmettre, voilà, cette passion qui est communicative. Hein. Moi je pense que c'est le point commun déjà que nous avons et c'est le fil conducteur de toutes nos vidéos. Si les gens peuvent être inspirés de ce genre de parcours, donc le tien, à tous les niveaux, hein, on a vu professionnel, sportif, familial, affronter les galères, les surmonter, contourner les blessures, et surmonter, arriver à finir sur la prestigieuse scène donc Olympia, pour finir et clôturer ta carrière. Écoute, je pense qu'on peut dire que bravo, applaudir, je pense que les gens feront comme moi, et surtout, espérer que des gens comme toi continuent de partager cette passion à travers les réseaux sociaux, non pas pour faire le buzz, parce que toi, moi, on cherche pas ça, et puis de toute façon, on fait pas les guignols pour le faire, hein, parce que moi, j'ai commencé à comprendre maintenant avec les années comment tu peux exploser sur les réseaux, et c'est surtout ce que je veux pas faire. Moi, je veux rester authentique, tout comme toi. Quelque chose, franchement, c'est pour les internautes. À chaque fois que je lis des messages, des gens vraiment passionnés, je me sens tellement proche d'eux. C'est marrant comme sensation. Je me sens vraiment connecté avec ces gens-là parce qu'on parle le même langage. Et à chaque fois, c'est un vrai plaisir de partager, de communiquer avec toi. Et pour ces gens-là, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'être assis avec toi autour d'une table. Tu sais ce que je disais à ma femme, les gens, excuse-moi, je t'interromps, nous connaissent sous maintenant la forme de ce binôme. Mais j'ai dit à ma femme, si Mousse, on vivait dans la même région, on serait super amis. Tu vois, je veux dire. Et même, moi, j'aurais un plaisir à m'entendre. Pas content parce qu'on sera toujours ensemble. Oui, malheureusement. Mais je vois des similitudes, donc la famille, les jumeaux. Tu as parlé tout à l'heure, et je conclurai après presque sur 100 te laissant la parole, que tu veux te réorienter vers les arts martiaux. Eh ben, tu sais quoi? En ce moment, si mon ami Christophe de Murtas nous écoute, c'est Christophe Kyokushin sur Facebook, je fais du Kyokushin avec lui en ce moment. Il m'apprend le Kyokushin, tu vois. Et bon, c'est très très dur, hein, donc moi je vais pas jusqu'au combat comme eux, tout ça, mais bon, la frappe, il m'apprend les placements, tout ça, parce que moi j'ai fait de l'anglaise quand j'étais jeune. L'autre jour, on était dans sa piscine. J'ai pas voulu poster, mais peut-être je posterai lui, il fait beaucoup le froid, en fait, tu sais, pour la loi de l'Hormèse, renforcer le corps. Et donc, la piscine a été à 8 degrés. Et je suis rentré dedans également, parce que moi, je m'entraîne aussi avec le froid, les douches, tout ça. Et donc, tu vois, c'est même encore un autre point commun, et encore d'autres sujets de discussion qu'on fera nous-mêmes en off. Mais tout ça pour dire, voilà, le sport, c'est, moi, la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. C'est ce qui me permet d'être en forme, même quand rien ne va. Et Dieu sait qu'en ce moment, rien ne va avec le Covid. Des fois, ça va pas dans la vie privée, des fois, ça va pas dans le boulot. Mais on sait surmonter ça parce que on a un mental tellement puissant, moi, ce sport, quand j'affronte les barres et la douleur à l'entraînement, eh bien, je peux transposer ça dans la vie privée, dans la vie professionnelle, comme tu l'as si bien fait tout au long de ce qu'on vient de dire là.
je disais sur une de mes dernières vidéos la dernière fois que la salle m'a sauvé. Oui. Le sport m'a sauvé parce que mon passé n'était pas vraiment très beau. Donc la salle, c'était ma thérapie. C'était là où je m'enfermais dans mon petit monde, le monde que je pouvais contrôler, le monde qui me protégeait. Donc ça a été vraiment un grand tremplin pour ce que je suis devenu et surtout c'était là où je me suis construit. Donc la salle, le milieu du body, c'est mousse. C'est mousse. Et Mousse, moi je te souhaite sincèrement de continuer, non seulement avec le Will Power Gym, et dans Will il y a le pouvoir de la volonté, donc ça tu l'as, et j'espère que ça va vous aider avec tes confrères à surmonter cette folie covidiesque là, et nous aussi en France, en Corse, enfin partout en Europe et dans le monde, que tu vas continuer à transmettre ta passion, ton authenticité à travers les réseaux sociaux. Je sais que tu aimes pas trop ça, mais si on peut le faire de temps en temps, un coup de 20 minutes, à répondre à des questions, parce que tu sais moi on me sollicite beaucoup, et aujourd'hui je vais répondre d'abord sur une vision naturopathique, parce que j'ai envie de parler du Covid. Arrêtez maintenant de dénoncer ce que moi je crois qu'il fallait dénoncer. Si les gens pensent que je suis un complotiste, ben ils pensent ce qu'ils veulent. En tout cas, je devais le faire, en tout cas à mon âme et conscience, je l'ai fait. Aujourd'hui, moi je vais donner des conseils pour être en bonne santé, ou en tout cas affronter ce qui arrive encore. Et j'aimerais que de temps en temps, on puisse parler technique, parce qu'on a survolé le sujet entraînement, et on en a souvent parlé. Parler technique d'entraînement, parler de mouvements spécifiques, où peut-être les gens ont des soucis, ne ressentent pas tel ou tel muscle, tu vois, et les aider peut-être comme nous, on aurait voulu être aidés un peu plus jeunes. Tu sais, on va pas se vanter, mais franchement, je dis voilà, bien sûr que je resterai dans le milieu, je vais développer encore plus mon travail tu sais quoi, j'allais dire mon travail de coach, mais il y a tellement de coach, je sais pas, moi je suis un transmetteur de savoir, je suis comment dirais-je, un artiste. C'est comme ça que je ne me faisais pas un coach. Un coach, pour moi, c'est devenu vulgaire. Voilà. Donc, je vais continuer ça. Je vais continuer à aider les gens qui veulent vraiment être aidés, les gens qui croient, les gens qui sont patients et qui veulent y arriver. Il n'y a pas de souci, je serai toujours là pour vous. Les gens qui veulent brûler les étapes, qui croient que je vais leur donner la formule magique, c'est même pas la peine de s'adresser à moi. Donc, si vous voulez des gens, des vrais. Et puis surtout des gens qui veulent des très bons conseils et qui peuvent faire confiance à quelqu'un d'expérience, ben ils peuvent te contacter comme... Et dans le terrain. Donc, oui. Je sais de quoi je parle. Je n'ouvre pas YouTube et compagnie pour voir, ah bah tiens, je connais, il n'y a pas de souci, je peux faire ça sur les autres. Non, tout ce que je fais sur les autres, c'est des années d'expérience, de recherche, et je sais de quoi je parle. Par contre, aujourd'hui, on a Internet, et pour conclure, c'est grâce à Internet qu'on peut faire ce podcast. C'est grâce à Internet qu'on peut partager mon magazine tous les mois, et que je peux échanger avec tous ces passionnés, et avec toi le premier. Et Internet nous permettra encore de continuer à partager ce que j'appelle moi les véritables passionnés. Dites-nous un petit peu voilà ce que vous avez pensé de cette vidéo, et qu'est-ce que vous voudriez que l'on aborde si toutefois vous vouliez que l'on aborde d'autres sujets. Mousse, en tout cas, moi, je suis d'un côté frustré, tu vois, moi aussi, de ne pas avoir pu détailler encore plus chaque étape. Par contre, il y a des vidéos. Allez voir les autres interviews qu'on a fait, Mousse et moi. Vous allez en apprendre énormément encore sur lui. Allez voir les vidéos où on parle de sa salle, c'est American Dream 1 et 2. Et vous allez comprendre un peu la joie et je pense le bonheur que tu as dû éprouver le jour où tu as ouvert la porte du club comme ça aux premiers adhérents. Et aujourd'hui, voilà, un bonheur que je te souhaite vraiment, vraiment de continuer à avoir et de partager à tous les passionnés qui sont à Portland et puis ailleurs, puisque n'importe qui peut venir dans ta salle. Et puis j'espère un jour ou l'autre y venir également et partager l'entraînement avec toi. Avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés pendant 1h28 minutes. Merci pour la passion, merci pour les échanges, merci pour tous les messages et les commentaires que vous mettez à chaque vidéo. Et moi, j'aimerais vous souhaiter, puisqu'aujourd'hui on enregistre, on est le 30, vous souhaiter un bon réveillon malgré la folie actuelle. Prenez soin de vous, prenez soin surtout de vos proches. Et moi, je vous dis à l'année prochaine peut-être pour d'autres vidéos avec mon binôme, avec mon ami Mousse. À bientôt, mon ami. Oui, bon. Une bonne fête de fin d'année à tout le monde. J'espère que l'année prochaine sera meilleure. Voilà, aimez-vous les uns les autres, soyez positifs, battez-vous, ne laissez pas les choses vous attraper. À bientôt, mon ami, sur ces paroles-là. Je t'embrasse. Ciao, ciao.
In one word, pain. Lots and lots of pain. I'll be smiling, you won't. Legs.